Bonjour à tous. Sylvie Audan, moi je suis médecin donc à Rennes. Je dirige le service de génétique clinique. J'étais pédiatre dans une vie antérieure et je coordonne aussi un centre de référence maladies rares, anomalies du développement et syndrome malformatif. Et en fait, je pense que je suis plutôt ici aujourd'hui au titre de copilote, en fait, pour aider à élaborer la feuille de route de ce plan Maladies Rares 3. Donc, effectivement, ce plan, ça représente une nouvelle dynamique pour les maladies rares. On ne part pas d'une feuille blanche puisque deux comités, à la fois côté santé pour le Haut Comité de santé publique et côté recherche, donc l'HCE-RES, ont évalué le plan précédent et donc ils ont tous les deux conclu unanimement qu'il paraissait nécessaire de poursuivre une politique ambitieuse pour l'amélioration de la prise en charge des maladies rares en France. Et l'HCE-RES précisant qu'il fallait un troisième plan bénéficiant d'un fort soutien politique. À la suite de cela, la ministre de la Santé, donc Marisol Touraine, a annoncé en juin à l'Assemblée nationale qu'il y aurait ce plan Maladies Rares 3 et qu'il y aurait donc deux personnalités qualifiées nommées par le ministère de la Santé et par le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et de la recherche pour copiloter ce plan. Donc, c'est le professeur Yves Lévy, donc, qui est président d'Avieuxan, et de l'INSERM, qui a été nommé plus pour coordonner le côté recherche, et moi-même donc, pour le côté santé. Alors, le cahier des charges est assez lourd, comme vous l'avez déjà un petit peu compris. Chaque mot est important. Le cahier des charges, c'est de diminuer l'errance diagnostique, d'améliorer le parcours de santé, d'associer étroitement la recherche, les soins, promouvoir l'innovation thérapeutique, développer des nouvelles technologies d'information et de communication, et donc prévenir, compenser les handicaps, les souffrances physiques, psychiques, sociales causées par les maladies rares. En essayant de dégager, bien sûr, les spécificités liées aux maladies rares. Et donc, beaucoup de choses ont été faites en un temps déjà record, puisque dès la fin novembre 2016, nous avions structuré donc 4 axes que je vais vous détailler un petit peu. Fin décembre, à la veille de Noël, donc nous avons rendu une première lettre, un point d'étape au ministre avec la consolidation de la composition des groupes de travail et des thèmes. Et puis donc tout dernièrement, donc nous avons rendu une première feuille de route, une trame quand même déjà détaillée au cabinet donc des deux ministres avant qu'ils s'en aillent. Et donc voilà les 4 grands axes. Vers un parcours de soins efficace et lisible, un axe plus orienté donc du diagnostic à la médecine individualisée, la médecine de précision. Un autre axe donc sur innover pour traiter. Les 2 premiers axes, vous l'avez compris, étaient très tournés vers la structuration des centres de diagnostic, des centres maladies rares et des filières. Et on espère que ce plan sera le plan du traitement. Et donc le dernier axe, c'est tout ce qui touche à l'information, la formation et les nouvelles technologies, l'e-santé. Et donc je vais un tout petit peu détailler, je n'ai pas encore le droit de complètement les détailler, puisque ce plan, vous l'avez compris, est en cours de structuration. Mais le premier axe concerne particulièrement les médecins généralistes. Il est plus tourné vers la santé, le sanitaire. Il est plus piloté par la DGOS, le ministère de la Santé. Et les 2 porteurs de cet axe sont le professeur Jean Pouget, qui est également coordinateur d'une filière neuromusculaire, qui exerce à Marseille, et Monsieur Vallée, qui est à Lille et qui coordonne un centre de référence sur les anomalies du cervelet. À l'intérieur de cet axe, donc, il y a vraiment un gros travail qui est fait autour de l'errance de diagnostic, vaincre les errances de parcours,
et notamment donc les groupes de travail qui sont constitués. Je n'ai pas insisté, mais ça mobilise énormément de monde. On n'a pas compté, mais je pense qu'il y a une centaine de personnes actuellement, même plus, qui travaillent d'arrache-pied sur ce plan. Donc, des moments clés comme l'annonce diagnostique, la transition enfant-adulte, les réunions multidisciplinaires, l'urgence aussi. Enfin, donc, ces moments clés sont un point vraiment important de cet axe. Dans le cadre de l'équité territoriale aussi, tout ce qui est prise en charge outre-mer, l'optimisation de la prise en charge par le biais des PNDS. Un deuxième, on va dire, sous-axe, c'est tout ce qui est autour de la prise en charge, l'accompagnement des malades et de leurs familles. Malheureusement, actuellement, il y a encore peu de traitements spécifiques, mais il y a encore beaucoup à faire dans l'accompagnement et tout ce qui est médico-social. Ça a été un point faible, on peut le dire, des 2 premiers plans. Avec également la recherche autour des sciences humaines et sociales, l'éducation thérapeutique. Et puis donc l'équité de prise en charge, quel que soit l'endroit où vous habitez sur le territoire. Et donc ce nouveau plan va être l'occasion de renouveler la structuration des centres de recherche, des centres de référence maladies rares et des filières. Le deuxième grand axe, donc, c'est du diagnostic à la médecine individualisée. Il est coordonné par 3 personnes. Le professeur Dollfus, qui est à Strasbourg, qui coordonne une filière de santé maladies rares aussi autour des maladies ophtalmologiques. Et dans la même filière, il y a les anomalies auditives aussi, les surdités rares. Le professeur Bréard, qui est épidémiologiste, et le professeur Damien Sanlaville, qui est à Lyon et qui est chef du service de génétique. Donc cet axe est plus coordonné par la direction de la recherche. Alors il y a un gros sous-axe là qui rentre dans ce cadre général, réduire l'errance diagnostique vers un diagnostic de précision pour chacun. C'est l'interférence qu'il y a avec un plan dont vous avez peut-être entendu parler, qui lui est sorti plutôt au printemps en 2016. C'est le plan France Génomique 2025, qui vise à faire bénéficier tous les patients du territoire français des progrès en matière de séquençage au débit. Donc maintenant que ce plan existe et qu'il est bien structuré, il faut le mettre en action. Et évidemment, il n'est pas question de travailler de façon schizophrène, le plan maladies rares d'un côté, le plan France Génomique de l'autre. Le deuxième sous-axe, c'est développer et mettre en réseau les bases de données. Elles sont nombreuses, mais pour l'instant très désordonnées, on va le dire. Et donc les collections biologiques, les études épidémiologiques. Anticiper aussi les innovations en termes de pratiques diagnostiques et pas que la génomique. Il y a aussi tout un tas d'avancées en biologie, en imagerie, des nouveaux marqueurs de maladies. Voilà, donc un axe également très important. Et le dernier sous-axe, donc, c'est l'accès pour tous les patients en tenant compte de toutes ces nouvelles technologies techniques au diagnostic préimplantatoire, au diagnostic prénatal, à la phétopathologie et l'élargissement du dépistage néonatal au-delà des 5 maladies actuellement dépistées. Troisième grand axe, innover pour traiter les maladies rares. Ça, c'est ambitieux, mais il faut réaliser qu'actuellement, il n'y a que 1% des malades touchés par une maladie rare qui bénéficient vraiment d'un traitement spécifique. C'est rien du tout. Donc c'est ambitieux. Ce axe, il est coordonné par le professeur Anne Galli, qui travaille au Généton, qui est une chercheuse, et puis le docteur Nadia Belmatou, qui coordonne un centre maladies métaboliques à Paris autour des maladies lysosomales. Ils font un bon tandem, à la fois le terrain et la recherche, pour développer ces 4 sous-axes. Donc développer des nouveaux traitements, favoriser la recherche nationale mais aussi internationale, l'Europe et puis l'international. Renforcer la coordination dans le domaine de l'innovation thérapeutique et la mise en place des essais cliniques, et puis consolider les coopérations avec les structures de soutien à la médecine personnalisée. Et là aussi, il y a besoin de mieux coordonner tout ça, toutes ces structures qui ne travaillent pas forcément toujours ensemble. Et donc le 4e grand axe,
c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui, on a déjà commencé. C'est tout ce qui est information, formation, e-santé. Donc l'information, c'est, je ne vais pas trop insister parce que Anna Rath et Thomas Hoyer vont en parler après moi, mais c'est développer une plateforme d'information sur les maladies rares en s'appuyant bien sûr sur ce qui existe déjà, hein, donc comme Orphanet et Maladies rares Infoservice, développer l'information relative au consentement, développer une politique de communication avec pourquoi pas faire des maladies rares une année, une cause nationale, hein, c'est des exemples d'action. Donc cet axe, j'ai oublié de le dire en introduction, hein, est coordonné par Anna Rath qui est ici présente, hein, qui dirige le Orphanet, et Anne-Sophie Lapointe qui est plus une représentante des malades, hein, des associations de malades, et elle est référente pour France Aurore 10, donc au niveau de l'Europe. Et donc cet axe est plus coordonné par la DGOS. Deuxième sous-axe, c'est tout ce qui concerne la formation. Alors c'est formation bien sûr pour les médecins aux maladies rares, mais aussi formation des associations de malades, formation favoriser l'émergence de nouvelles compétences, des compétences spécifiques, en valorisant les nouveaux métiers, hein, les conseillers en génétique qui n'ont pas vraiment de statut actuellement, les référents parcours de santé, les nouveaux métiers comme les bioinformaticiens qui vont être très importants dans le parcours génomique. Et donc, troisième sous-axe, le développement des nouveaux outils technologiques. Hein, ce n'est pas du tout spécifique aux maladies rares, mais il y a des choses spécifiques à développer dans ce domaine-là. Et donc, là aussi, on espère pouvoir favoriser l'émergence de projets pilotes et de modèles économiques adaptés. Alors, bien sûr, ces 4 axes ne vont pas travailler de façon séparée. Enfin, c'est important d'identifier des axes transversaux. Et ça va être d'ailleurs notre travail là, on va se faire un brainstorming, on va dire, toute une journée là prochainement, début mai, pour dégager aussi des sujets transversaux et d'exhaustivité en vérifiant qu'on n'a rien oublié des recommandations nombreuses des 2 comités. Donc, c'est évident que des thèmes hein, comme l'Europe, comme les sciences humaines et sociales, comme l'éthique, la génétique, la communication, la recherche, le handicap, l'équité, tout ça, ce sont des sujets transversaux qui sont communs aux 4 axes. Il ne faudra pas non plus oublier tout le côté médico-économique. Tout cela en s'appuyant bien sûr sur les filières de santé maladies rares, hein, qui restent le socle de ce plan maladies rares 3. Alors la suite, hein, c'est ma dernière diapositive. La suite, évidemment, c'est au cours du mois d'avril, de consolider sous un même format toutes ces actions. Au-delà de ces 4 axes, actuellement, on en est à 27 actions. Hein, donc il va falloir, bien sûr, les consolider, les prioriser. Et puis, coordonner. Hein, donc ça, c'est notre travail du mois de mai. Coordonner, dégager les thématiques transversales avec toujours cette arrière-pensée, intégrer dans un travail plus européen, travailler sur l'information. Et puis donc aboutir à vraiment l'identification des ambitions, évaluer l'impact financier des mesures, rédiger. Et donc nous espérons présenter à la nouvelle équipe ministérielle, on compte bien faire le siège dès le mois de mai, on va dire, et présenter un plan abouti, hein, on l'espère avant l'été. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je remercie les organisateurs de nous avoir invités, tout particulièrement donc, le professeur Druet et tous les organisateurs de ce congrès, parce que je suis très honorée pour la première fois d'intervenir dans un congrès de médecine générale.